Dans cette émission, nous allons faire un point sur l'habitat inclusif pour les seniors, un sujet de plus en plus d'actualité, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, il va nous dire pourquoi, Vincent Delaunay. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors moi, je vous ai découvert par la presse, par LinkedIn. Pourquoi est-ce que je dis déjà que que vous connaissez bien l'habitat inclusif pour les seniors? Alors, parce que j'ai créé, enfin, j'étais à l'initiative de la création et puis je gère maintenant deux habitats inclusifs. Alors, déjà, on peut orienter le terme parce que le terme inclusif s'avère de plus en plus inapproprié. C'est pas le meilleur terme en français parce que il peut recouvrir beaucoup de réalités qui peuvent conduire à une incompréhension. On parle désormais de plutôt d'habitat partagé, d'ailleurs des habitats partagés et accompagnés. Parce que le terme inclusif peut comprendre beaucoup de choses trompeuses, notamment l'inclusion dans la cité ou l'exclusion par rapport au monde rural. Enfin, ça peut entraîner beaucoup de difficultés dans la compréhension. Et donc, j'ai créé, donc j'étais à l'initiative de création de deux habitats partagés et accompagnés sur Valenciennes. Alors, j'avais d'abord eu une expérience de 12 ans en direction d'EHPAD. Et puis après, pour des raisons personnelles et de santé, j'ai souhaité arrêter. Et puis, ce projet est venu en tête à ce moment-là. On a créé un premier habitat sur Valenciennes, qui est dans une dimension assez bourgeoise, dans une maison de maître assez remarquable, magnifique. Et puis rapidement, le département est venu nous chercher en nous disant donc, que c'était à l'époque donc, de l'habitat inclusif, dans la ligne droite d'une expérimentation en cours par le département du Nord, et donc nous a demandé d'envisager de reproduire le modèle mais plus à visée sociale. Et donc, c'est notre deuxième maison qu'on a ouvert récemment, ici, donc sur Onin, donc pour des personnes qui sont des revenus très, très bas, voire au minimum vieillesse. Et puis, en parallèle, de fil en aiguille, par des rencontres avec d'autres porteurs de projets, avec d'autres porteurs de projets, justement, on a créé une coopérative, une SCOP, coopérative Rhizome, donc Réseau d'habitat inclusif senior, qui a pour objectif donc, de porter assistance à ingénierie de projet, donc pour des porteurs de projets qui ont du mal ou des difficultés à avancer dans la réalisation de leur projet, parce que c'est pas une simple affaire à mener. Et puis également, qui a pour deuxième objectif la mise en réseau d'outils communs, de compétences, de connaissances, donc sous une forme de solidarité entre habitats pour capitaliser les expériences acquises et puis donc permettre de pérenniser les habitats plus facilement. Et encore en parallèle, donc une troisième activité, j'ai le bonheur donc, qu'on m'ait proposé donc, de participer à la CNSA, Caisse nationale de solidarité à l'autonomie, sur une initiative de Madame la ministre Bourguignon qui s'appelle le Laboratoire des solutions de demain au sein de la CNSA et donc qui a pour objectif donc en regroupant des tiers professionnels, des tiers du monde de la gériatrie notamment, de réfléchir dans le cadre du Ségur sur la santé, sur les orientations du plan d'investissement du Ségur sur la santé pour les solutions de demain d'habitat pour les aînés. Alors à la fois l'amélioration de l'offre EHPAD, sa transformation par rapport aux attentes de la population qui sont pas pleinement satisfaites de toute l'offre EHPAD, développer le domicile, parce qu'il y a énormément de besoins, donc développer le domicile, assurer aussi des cohérences dans les dispositifs du domicile, et puis être à l'initiative de solutions intermédiaires, ce que l'on développe nous déjà, entre le domicile et l'EHPAD. Voilà pourquoi je connais un peu bien tout ce secteur en ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'on entend parler de plus en plus ces dernières années, et surtout cette année, de ce type d'habitat? Alors, on entend de plus en plus parler, déjà parce qu'il y a eu des initiatives locales qui ont été quand même bien reproduites. Euh, on entend bien reproduites, donc qui se diffusent à droite à gauche, qui ont été bien communiquées aussi dans les médias récemment, ce qui fait écho aussi à des attentes de la population liées à des insatisfactions dans l'offre existante. Entre le domicile et puis l'EHPAD, il y a un entre-deux qui finalement a disparu par la création du modèle EHPAD, qui a tendu à faire évoluer les maisons non médicalisées, notamment les maisons de retraite d'avant, non médicalisées, vers le modèle EHPAD. Et ça a créé en fait un manque entre les deux. Et donc, c'est par rapport à cette insatisfaction qui naît et du domicile
qui n'est pas parfois suffisamment adapté, et de l'EHPAD que se communiquent ces besoins d'habitat nouveau. Si j'ai bien compris, la loi ASV avait, si j'ai bien compris, avait défini en fait un peu le cadre de ce type d'habitat. Oui, c'est ça. Et notamment au sein de la loi Elan, il y a eu une introduction par la loi Elan dans le Code de l'action sociale et des familles de la considération de cet échelon intermédiaire, donc qui est inscrit comme ça dans le CASF, donc Code de l'action sociale et des familles, donc de l'habitat partagé, habitat inclusif, avec des dispositifs d'incitation de l'État, donc le forfait habitat inclusif, donc pour aider des postes subventionnés d'animation dans ce genre d'habitat. Et puis, certains départements, dont le département du Nord, sur la précédente mandature, ont eu des politiques volontaristes pour développer l'habitat inclusif avec des appels à projets pour aider dans l'ingénierie de projet, pour aider dans l'aide à la pierre ou la rénovation, donc, et puis aider aussi sur des postes subventionnés pour la coordination dans l'habitat. Et ces dispositifs-là ont fait écho au sein de la CNSA, au sein du ministère de Brigitte Bourguignon, qui elle-même s'est saisie de ces nouvelles orientations. Et elle a défini une politique assez volontariste, elle aussi, qui reste quand même à confirmer sur certains axes, mais une politique qu'elle a appelée de virage domiciliaire. Et avec notamment un discours le 12 juillet assez fort, hein, exprès caricatural mais assez fort, qui était de dire l'EHPAD est mort, vive l'EHPAD de demain et les nouvelles solutions alternatives. Alors, bien sûr, il faut avoir le plus profond respect envers ceux qui y travaillent, parce que c'est pas un métier facile. Et j'ai pu l'observer et pleinement le partager pendant de nombreuses années. Donc, l'objectif de l'habitat inclusif, c'est certainement pas d'aller cracher dans la soupe des difficultés des autres, mais c'est de s'apporter un complément et donc d'apporter un échelon supplémentaire dans ce qu'on appelle le parcours résidentiel pour permettre à tout à chacun d'avoir une réponse en fonction de ses attentes. C'est sûr que si on n'a qu'un modèle EHPAD et qui ne peut pas répondre à certaines attentes, eh ben forcément, on va avoir un modèle EHPAD pour lequel il y a des personnes qui ont un sentiment que c'est un mouroir, un sentiment que ce n'est pas adapté, un sentiment que c'est trop institutionnel. Forcément, si on ne leur a pas proposé une solution intermédiaire qui correspond à leurs attentes, il va y avoir une insatisfaction. Et donc, permettre le développement de cet échelon intermédiaire, l'habitat partagé, c'est aussi venir consolider le modèle EHPAD sans être dans de l'opposition, de la contradiction, mais c'est aussi venir apporter un complément au domicile, parce qu'à un moment donné, le domicile ne suffit plus, et donc il peut y avoir des orientations spécifiques. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez décrire les deux habitats que vous avez créés? Oui, alors l'un comme l'autre sont très proches dans le fonctionnement. Ce sont des colocations. Et dans ces colocations, donc, où les personnes ont chacun une chambre, salle de bain, et puis le partage donc, de parties communes, dans cette colocation, il y a un service à domicile qui intervient, un ou plusieurs services à domicile donc, qui interviennent pour permettre de maintenir le vivre ensemble dans cet habitat. Donc, faire le linge, le ménage, les 3 repas de la journée, la surveillance de jour, la surveillance de nuit parfois. Et donc, comme ça, les personnes sont ensemble, donc elles se re-sociabilisent, elles créent du lien social, elles créent des interactions entre elles qui sont très stimulantes, plutôt que de rester très isolé à la maison avec quelqu'un qui vient toutes les 5 minutes, enfin 5 minutes par jour. Ça devient quand même assez sclérosant quand les domiciles sont de cette nature-là. Et donc, il y a vraiment une émulation, il y a vraiment une socialisation qui se fait au moment des repas notamment, mais aussi sur les activités. Il y a des activités le matin, il y a aussi des animations, activités l'après-midi, des sorties à l'extérieur, des sorties au restaurant, au musée. Il y a vraiment tout un ensemble d'accompagnement au travers de l'animation et de la coordination qui sont réalisés dans l'habitat avec vraiment pour volonté de permettre aux personnes de rester le plus longtemps possible et d'avoir un accompagnement très individuel qui correspond à leurs besoins parce que chacun va avoir des besoins, une considération, une place, des attentes qui sont vraiment toutes différentes. Et donc, on a pour la catégorie de population qu'on a, on est, nous, dans un habitat partagé qui est une solution alternative à l'EHPAD. Il y a d'autres types d'habitats partagés où ça va être des habitats partagés pour des personnes qui sont plus autonomes. Et donc, ça va être, pour être caricatural, être un peu le club de vacances où les personnes peuvent
organiser les choses entre elles, se faire à manger entre elles, ou se répartir les tâches, comme dans une coloc d'étudiants, mais pour personnes âgées, peuvent se répartir les tâches de ménage ou les tâches entre elles. Là, c'est vraiment une coloc où elles habitent ensemble dans cet habitat qui est le leur, mais il y a vraiment du service en permanence, et 24 heures sur 24, parce qu'elles ont quand même une dépendance qui est arrivée, et elles préfèrent, ces personnes-là, se retrouver dans ce quotidien partagé à 5, 6 ou 7 personnes, plutôt que de devoir aller en structure, en établissement, avec 80, 90 billets places et 60 salariés. Donc, ce qui leur permet d'avoir un accompagnement beaucoup plus familial, beaucoup plus convivial, intimiste, que s'ils se retrouvaient en structure, en établissement. Quel est le profil des personnes qui sont dans votre... On a un peu deviné, mais si on peut préciser le profil des personnes qui Oui. sont dans vos habitats partagés. Alors, le profil, la moyenne d'âge, donc on est sur des personnes, dans les deux habitats d'ailleurs, finalement, ils se sont bien rapprochés. Dans les deux habitats, on est sur une moyenne d'âge de 89 ans, avec une amplitude d'âge, on enlève un peu les extrêmes, mais avec une amplitude d'âge qui oscille entre 86 et 93 ans. C'est vraiment une moyenne d'âge de 88. D'accord. Dans l'idéal, un habitat partagé et accompagné, c'est combien de personnes en fait? Pour vous, au Alors, niveau équilibre, au niveau social, réseau social, ambiance, mais puis au niveau équilibre économique, il faut combien de ouais, c'est personnes? ça. Alors, pour l'instant, en fonction des projets que nous, on a développés et que ceux qu'on accompagne avec la coopérative, ce qui nous semble le plus pertinent comme nombre d'habitants, c'est 7 habitants. Si on commence à être au-delà, alors, en théorie, pour l'instant, dans l'habitat partagé, habitat inclusif, on peut aller jusqu'à 10-12. Donc, ça a été 12 avec la loi Elan. Là, maintenant, c'est 10 avec le nouveau dispositif, la considération. Nous, on considère que c'est déjà un vrai gros seuil maximal parce que si on veut accompagner chacun individuellement et si on veut que là, autour d'une même table, on n'ait pas la sensation d'être dans un établissement, faut pas qu'on soit trop nombreux. D'accord. Et on trouve que 7, c'est plutôt une taille intermédiaire et au niveau économique, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait un certain nombre pour pouvoir effectivement assumer les charges et de l'habitat et de la masse salariale. Mais on considère que 7, ça reste plutôt raisonnable. 8, 9, 10, alors il y en a qui le font. Il y en a même qu'on accompagne au sein de la coopérative et qui souhaitent le faire parce que leur modèle économique étant lourd, ils ont besoin d'être un peu plus nombreux. Mais moi, je suis assez craintif sur le fait qu'au bout d'un moment, si on est 10, si on a 10 personnes dans l'habitat, 10 personnes qui partagent le même repas, plus éventuellement le salarié, la maîtresse de maison qui a fait le repas, qui partage le repas, l'animatrice, un ou deux invités qui sont là ce jour-là pour déjeuner, bon, bah, on se retrouve sur une tablée de 12, 13, 14. Alors, ça peut être sympa, mais ça peut vite aussi donner l'impression qu'on n'est plus tant que ça dans la microstructure. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans des microstructures. Donc, nous, pour l'instant, on opte, on conseille. Après, chacun fait comme il veut dans la construction de son projet. Mais on conseille que 7, c'est le maximum. À Valenciennes, quand j'ai créé l'habitat de Valenciennes, c'était 5. Mais bon, on a la chance aussi d'avoir au deuxième étage une colocation étudiant aussi où il y a 5 étudiants. Donc, ça permet d'absorber le coût de l'immobilier. Donc, on tient à 5 économiquement sur cet habitat-là. C'est peut-être un tout petit peu juste au niveau de l'équilibre économique et financier. Dans le deuxième habitat à vocation sociale, donc on vient d'ouvrir ici sur Ronin, là, on est à 6. Et ça va. Mais effectivement, pour moi, 7, c'est très bien. Et au-delà, c'est prendre un risque sur la perte de cette identité conviviale, familiale, et prendre le risque de basculer sur à nouveau quelque chose d'un peu trop institutionnel. Alors, j'ai beaucoup de questions. Au niveau santé, une Oui. personne autonome peut-elle venir dans votre habitat? Une personne fragilisée peut-elle venir dans votre habitat? Dépendante physiquement, même question. Et dépendante, on va dire, au niveau cognitif, même question. Est-ce que qui Oui. peut venir et qui est adapté à ce type d'habitat et quel profil de personne vous ne pouvez de toute façon percevoir? Alors, on peut d'abord partir de là, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple dans la réponse pour l'instant. Alors, les personnes qu'on ne peut pas recevoir, on ne peut pas se placer et faire le travail à la place d'autres. Donc, il ne faut pas aller empiéter sur les compétences et sur le travail des autres, et notamment de l'EHPAD. On ne peut pas recevoir dans ce type d'habitat partagé
en tout cas, c'est compliqué la réponse. Dans les habitats que nous, on a développés, et la plupart qu'on accompagne, on ne peut pas aller vers à l'accueil de personnes qui ont une dépendance déjà installée et forte, et notamment avec des troubles cognitifs. Ça D'accord. nécessite donc des troubles de la déambulation, des troubles d'Alzheimer. Ça nécessite donc un système de sécurité donc pour que la personne n'échappe pas à la vigilance. Enfin, grosso modo, n'aille pas. Alors, on appelait ça le terme de fuguer, qui est un très mauvais terme. Il est représentatif. Éviter que la personne la nuit, voilà, échappe à notre vigilance ou dans la journée ait des comportements pas adaptés ou aille dormir dans la chambre du voisin en plein milieu de la nuit, ce qui peut être un peu gênant. Euh, donc, les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, nous, on n'est pas adaptés pour. Mais pour contre, mais pour autant, il y a et c'est des super expériences, il y a des habitats partagés qui se sont créés. Alors, il y en a un, je n'ai plus le nom en tête, mais qui est très, très bien. J'en suis désolé de ne plus avoir ce nom en tête. Je crois que c'est l'habitat des possibles. Et donc, c'est spécifiquement un habitat pour personnes désorientées de troubles Alzheimer et apparentés. Donc, en même temps, leur projet, évidemment, il y a beaucoup de personnel, du personnel soignant. Ils sont dans un cadre très adapté, architectural, avec toute une sécurité qui est mise en place. Mais bon, nous on n'a pas cette capacité, on n'a pas fait ce choix-là. Ce sont des personnes qui sont entrées en dépendance. En tout cas, dans les projets qu'on a conduits et ceux qu'on accompagne, à chaque fois, c'est le point commun dans la catégorie de personnes. Donc, des personnes qui sont entrées en dépendance, mais qui ne sont pas pleinement dépendantes. Donc, elles ont des difficultés à cause de l'âge à marcher, à faire leurs propres courses, à faire leur ménage, leur linge, leur repas. Et donc, au domicile, les enfants, souvent, ou l'aidant, l'enfant aidant ou le conjoint, sont obligés donc, de mettre en place tout un ensemble d'accompagnement qui devient de plus en plus lourd à gérer. Et au bout d'un moment, c'est plus tenable, notamment au niveau des problématiques de sécurité et aussi la nuit. Voilà, donc, mais c'est des personnes qui ont encore leur capacité à discuter, à échanger, à créer du vivre ensemble, du lien, à avoir une sociabilisation. Ça, c'est vraiment le cœur des personnes que l'on accompagne, tant dans nos deux habitats que dans ceux qu'on accompagne en ingénierie de projet. Mais on a aussi, j'ai en tête deux entrées récentes dans notre habitat une dans notre habitat de Valenciennes et une dans notre habitat d'Onain, des personnes plus jeunes, 70 ans, tout à fait qui ont toute leur tête, quelques difficultés physiques, mais qui souffrent profondément de solitude et qui étaient dans un gros laisser-aller jusqu'à mettre en danger leur santé. Et donc, quand un gros laisser-aller à cause de cette solitude, et donc là, qui sont dans un environnement qui est beaucoup plus stimulant pour elles et qui leur permet de s'épanouir et de se sentir moins abandonnés par la vie, pas forcément par leurs enfants, mais par la vie en général. Pour comprendre l'ampleur j'allais dire du marché, mais on va dire du secteur, ce sera peut-être plus adéquat. Les besoins. J'imagine, lorsque vous avez ouvert vos deux habitats, il y a une forte demande par rapport au nombre de places. Oui, d'abord, Alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et puis ensuite, après, si on voit à l'échelle de la France, combien est-ce que, à votre avis, dans les prochaines années, on verra d'habitats de ce type-là fleurir et de manière oui. rentable, j'allais dire. Alors on n'a pas de liste d'attente parce que alors, quand les gens ont connaissance de cette proposition que l'on a d'accueil, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs parents, ou soit des infirmiers ou des médecins voilà, qui ont connaissance de cet échelon intermédiaire que l'on propose, ils trouvent tous ça formidable. Et puis, bon, après, ils le gardent en tête. Et voilà. Mais le problème, c'est que c'est quand même, comment le formuler? C'est quand même un nouvel échelon qui apparaît. C'est une nouvelle solution qui est inconnue, qui est méconnue, en l'occurrence. Et c'est toujours très difficile de confier ses parents à quelque chose qui n'existe pas, qui est une D'accord, oui, expérimentation quand oui, même. bien sûr. Voilà, et on n'est pas connu. Voilà, on crée une structure à Valenciennes. On n'est pas un grand groupe comme Orpea ou comme Corian qui est connu, coté en bourse avec des milliers de salariés. Voilà, il y a quand même cette dimension où on doit
on doit rassurer les familles, les visiteurs sur nos compétences, sur nos qualités, sur notre positionnement. Voilà. Donc, le secteur, ce secteur qui est en train d'émerger, cette offre qui est en train d'émerger, souffre de méconnaissance. Voilà, donc, l'objectif aussi, hein, c'est aussi en créant un réseau d'entraide et de solidarité entre les habitats, c'est aussi de se permettre à pérenniser les habitats et plus il y en aura qui vont émerger, et c'est le cas parce qu'il y a une accélération, plus effectivement ce modèle va être connu et donc ça facilitera pour les habitats le remplissage. On a par exemple aujourd'hui un habitat qu'on a accompagné qui ouvre à Croix, Villa Nouvelle, euh, une résidence magnifique avec un travail formidable de Marine Destroy qu'il a créé, eh bien, elle rencontre toutes les plus grandes peines du monde à avoir des demandes parce que ben voilà, c'est inconnu, c'est nouveau, la mairie n'a pas été super emballée ou pas très aidante non plus. Et donc voilà, c'est assez difficile pour se faire connaître. Et nous-mêmes à Valenciennes, quand on a créé, donc on a ouvert en octobre 2017, on a eu ce qu'on appelle une montée en charge, donc un remplissage qui a mis plus d'un an. Parce que bah, voilà, les gens hésitaient, trouvaient ça bien, mais bon, nulle part ailleurs il y en a, alors on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir la capacité, les compétences, le sérieux? C'est normal. Et même encore aujourd'hui, on n'a pas vraiment de liste d'attente. On commence parce que bon, on a eu une médiatisation récemment, donc, mais on n'a pas vraiment de vraie liste d'attente en tant que telle fournie aux deux, trois personnes qui sont intéressées. Donc voilà, mais on n'a pas de liste d'attente fournie parce que les gens fonctionnent, je crois, moins par anticipation qu'autrefois. Ça m'est arrivé un temps de gérer un foyer logement à, à Wascal, dans l'agglomération lilloise, qui s'appelait Clairbois, un magnifique foyer logement, il l'est encore. Et à l'époque, quand j'étais arrivé, en 2010, 2011, il y avait 400 personnes sur la liste d'attente pour une capacité de 100. Ouais. Et donc, c'était des personnes qui s'étaient inscrites sur la liste d'attente parfois 15 ans, 20 ans avant. Sur les 400, il y a des plus grand monde de vraiment opérationnel pour vraiment entrer quand on a commencé à creuser la liste d'attente parce qu'il y avait des besoins. Mais voilà, c'est symptomatique. Il y a 15 ans, 20 ans, je crois que j'ai l'impression que les personnes prenaient plus les devants. Et maintenant, il y a peut-être à cause du problème de l'EHPAD, mais les personnes font un peu la politique de l'autruche, quoi. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas le voir. Et puis finalement, la décision se fait au dernier moment, quand c'est presque trop tard. Oui, Voilà. donc, si en plus, on se fait au dernier moment, puis en plus, il y a un habitat qui est tout nouveau, de toute façon, je n'aurai pas le temps de me renseigner, de prendre du recul, de réfléchir. Donc, J'ai assez souvent des appels. Enfin, la plupart des demandes, 90% des demandes qu'on peut avoir sont papa, maman a chuté, est à l'hôpital, ne peut pas revenir à la maison. Mais en fait, c'est trop tard. C'était des demandes de personnes qui sont franchement éligibles à l'EHPAD, quoi. Et donc, il y a vraiment un manque d'anticipation. Et vraiment, c'est souvent le cas parce que certains ne veulent pas voir qu'à un moment donné, il faudra bien la prendre, cette décision. Et si on la prend trop tard, eh ben, on peut louper cette solution d'un habitat intermédiaire et être obligé finalement de n'avoir que la médicalisation comme seul recours. Donc voilà, on n'a pas trop de liste si on d'attente. prend encore de recul, à votre avis, combien de seniors, combien de personnes seront concernées dans, je sais pas, dans 10 ans Ouais, par ce le type de besoin. habitat, le Alors, besoin? je vais devoir prendre 3-4 minutes pour expliquer en fait qu'est-ce qui se passe et où on en est. En 2000, il y a eu des groupes de travail pour travailler donc sur les lois de rénovation sociale donc des années 75 hein, qui ont créé le monde du handicap, en tout cas les structures du handicap et notamment aussi quelques structures dans la gériatrie. Et donc, il y a une super loi, grosse loi, une des plus grosses lois de la Ve République, qui est donc la loi de modernisation du Code de l'action sociale et des familles du 2 janvier 2002, votée à l'unanimité à l'Assemblée en période de cohabitation. Donc, c'est pas toujours c'est rare. Mais elle était vraiment une grosse et belle loi. Dans cette loi est arrivé le modèle EHPAD. Les groupes de travail qui ont conduit à l'élaboration du modèle EHPAD au sein de cette loi avaient bien sûr comme objectif, ben voilà, il va y avoir un papy boom. Ce papy boom, ce sera un effet plateau. On connaît bien malheureusement ces historiques de courbes, un peu la même chose pour les épidémies. Donc, il y aura un effet plateau
parce qu'avec l'expérience de vie, même si la démographie initiale du baby-boom va redescendre, eh bien, il va y avoir une espérance de vie qui va se maintenir, donc il va garder le besoin. Ce besoin, c'est maximal et stable après, c'est 2042. C'est Donc ça. en l'an 2000, on s'est dit, la démographie fait que le baby-boom 1962, cœur du baby-boom, 80 ans plus tard, le besoin va arriver en 2042. Le besoin maximal est stabilisé en plateau. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que, ça commençait déjà à être le cas à l'an 2000, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas débordés par un afflux de seniors et que les hôpitaux soient quand même d'abord consacrés un peu aux actifs qui ont besoin de retourner au travail. Donc, voilà, on a dit on va médicaliser les maisons de retraite qui avaient une très mauvaise image, qui avaient l'image du mouroir, tradition des hospices. Donc, on va créer un modèle médicalisé qui s'appelle le modèle EHPAD. On a été très novateur en France. On l'a fait bien avant nos autres voisins francophones. On a créé le modèle EHPAD. Et donc, depuis 20 ans, on est au milieu du chemin par rapport aux besoins en 2042. Donc, en 20 ans, a été injecté, donc il y a plusieurs plans Alzheimer qui ont été mis en place, a été injecté des milliards et des milliards, et à bon escient. Les bâtiments ont été profondément rénovés. Les équipes, je vois les statistiques, mais on a une multiplication des capacités des personnels présents maintenant dans les EHPAD par rapport à ce qu'étaient les hospices avant, les plateaux techniques, bien sûr, la déontologie, heureusement, a évalué très favorablement. Et il y a un échec. Le constat de départ, c'était je ne veux pas que papa et maman, l'an 2000, aillent au mouroir. Et aujourd'hui, on dit je ne veux pas que papa et maman aillent à l'EHPAD. Je n'oserais pas qualifier les EHPAD de mouroir, ce serait vraiment pas sympathique pour ceux qui y travaillent, et ce n'est pas le cas. Tout le monde y fait du mieux qu'il peut. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un échec partiel, avec cette insatisfaction donc, qui a été très médiatisée parfois, et malheureusement parfois à outrance, en exagérant cette fois certaines situations. En tout cas, on le sent bien qu'il y a une insatisfaction du modèle EHPAD, tant pour les salariés parfois, les gestionnaires, je l'ai été, que bien sûr les familles et les ayants droit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les 20 ans qui restent? Eh bien, les solutions qui s'entrouvent, c'est de dire on va, oui, consolider le modèle EHPAD en le transformant, en le rénovant, en faisant l'EHPAD de demain. Alors, il y a plusieurs orientations qui sont en cours. Et puis, on va bien sûr consolider le domicile parce qu'il y a plein de choses à faire pour que le domicile gagne encore en efficacité, en capacité, et on va développer un échelon intermédiaire entre l'EHPAD et les domiciles. Parce qu'en créant le modèle EHPAD, on a planifié un super modèle, mais un modèle unique qui a écrasé toute pluralité d'accueils différents. Les foyers logements, les USLD aussi, enfin tout ça, se sont transformés en EHPAD. Il y a eu la création de nouveaux EHPAD aussi, mais on a créé un vide entre les deux. Chose que nos voisins n'ont pas fait. Ils nous ont regardé faire, ils ont trouvé le modèle EHPAD super intéressant et ils ont pris le train en route. Et puis, mais eux, le modèle EHPAD, notamment au Canada, entre autres, le modèle EHPAD est venu compléter l'offre existante. Nous, il est venu remplacer et écraser l'offre existante sur une seule et même typologie, très efficace. Mais ça empêche une certaine forme de pluralité. Et maintenant, on va faire un peu machine arrière sur certaines choses pour venir recomposer cette offre d'hébergement possible en fonction des situations. Alors, les besoins. Donc, il y a eu certains rapports récents qui ont été réalisés par des grands professionnels. Et donc, grosso modo, le besoin pour cette orientation-là, habitat partagé et accompagné alternative à l'EHPAD, c'est à peu près 150 000 à 160 000 places à créer dans 10 à 15 ans, donc grosso modo le plus vite possible, parce que ça ne se fait pas du tout en claquant des doigts, mais donc à créer le plus vite possible, donc 10 à 15 ans, doter l'ensemble du territoire métropolitain, à minima, donc de 150 000 à 160 000 places pour subvenir aux besoins par rapport donc, à cet objectif d'avoir de quoi accueillir tout le monde efficacement sur le plateau de 2042. Alors, un peu avant, c'est possible. Les 160 000 places, ça ne suffira pas. Il en faudra encore d'autres derrière. Il faudra créer d'autres EHPAD, de nouveaux types d'EHPAD, cet échelon intermédiaire et consolider le domicile pour arriver à pouvoir satisfaire ce besoin qui sera encore là dans 20 ans. 160 000 places sur des habitats moyens
de 7 places, hein, si on fait un ratio. Ça fait beaucoup Ça fait de... 18 000 habitats, C'est énorme. environ à quelques virgules près. On est aux environs, hein, de 18 000 habitats à créer. Un habitat, hein, c'est entre 600 et 800 000 euros, un habitat. Hein. Donc, il faut quand même, voilà, c'est quand même, on est sur, pour cette personne, on est à peu près sur une configuration de 700, de 280 à 300 mètres carrés à minima pour cette personne. Donc, il faut forcément, sont des habitats conséquents. Donc, c'est là, pour le coup, il y a un gros besoin immobilier. 18 000 habitats, ça représente environ un besoin immobilier de 11 milliards d'euros. Alors, on va dire un chiffre d'affaires, ce n'est pas un beau terme, mais pour une activité économique d'environ 3,8-4 milliards d'euros, entre bien sûr la partie immobilière qui est à rembourser, qui est à payer les bâtiments, hein, les charges locatives, et puis tous les services à la personne qui sont dispensés dans cet habitat pour que les personnes puissent y rester le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment un nouvel échelon qu'on n'aurait pas dû oublier. Mais voilà. Donc un nouvel échelon qui apparaît et pour lequel il y a d'énormes besoins et qui répond surtout. Alors là, on parle chiffres, on parle économie, mais s'il faut aussi parler, c'est les attentes de la population. Faut se rendre compte que quelqu'un qui va rentrer, un parent, enfin, un enfant qui accompagne son parent et qui rentre en EHPAD alors qu'il n'a pas pleinement nécessité à y aller, mais qu'il y va parce qu'il n'a pas d'autre solution intermédiaire, ça génère chez eux une immense souffrance. Parce que par dépit, papa ou maman va aller rentrer dans un EHPAD alors qu'il a encore des capacités restantes, qu'il peut encore créer du vivre ensemble. Et certains, parfois, se laissent aller parce qu'ils ne sont pas au bon environnement. Et en même temps, inversement, il peut y avoir des personnes qui sont maintenues au domicile le plus tard possible parce qu'on veut reculer cette échéance qu'on n'a pas envie. Et finalement, le domicile est parfois plus si adapté que ça. Et ça génère là encore aussi une souffrance. Donc vraiment, la création de cet échelon intermédiaire, au-delà d'un besoin économique, au-delà d'un besoin statistique et démographique, ça correspond quand même surtout et avant tout à un vrai besoin humain, création de valeur, avec beaucoup plus de convivialité, d'intimité, et pour des personnes qui vont se sentir bien plus épanouies que si elles restaient soit chez elles complètement isolées, soit dans une structure qui est trop établissement et qui ne leur conviendrait pas à ce moment-là. Super, on va devoir en rester là, vu l'heure de l'enregistrement de l'émission. J'avais plein d'autres questions. Je pense que je vous proposerai de faire une partie 2 si vous voulez bien. Oui, volontiers, désolé, je parle trop. Non, c'est C'est qu'on a pas assez commencé en retard. synthétique. Attendez. On va Bon. le préciser. Voilà, merci Vincent Delaunay. Je rappelle que donc, vous connaissez bien le sujet. Il y aura une partie 2 parce que j'aurais voulu aussi vous entendre parler sur l'accompagnement. Si vous avez entendu ce que Oui, vous faites dans l'accompagnement, je pense que ça peut être intéressant pour d'autres bien personnes. sûr. Je rappelle que vous avez créé 2 habitats partagés et accompagnés pour les Oui. seniors. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au revoir.